Sur iTélé, Nathalie Kosciusko-Morizet est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 6 mai 2015. Le 6 mai 2012, c'est un mauvais souvenir? Oh bon, c'est pas le meilleur. Non mais, puisque ce sont les 3 ans... Il y a des jours meilleurs que d'autres. Écoutez... vous l'avez un peu balayé ce jour-là ou pas? On s'en fiche. La question, c'est qu'est-ce que ça va devenir comme souvenir pour les Français? Est-ce que vous vous êtes dit ce soir-là, bon, Sarkozy prend sa retraite, il ne reviendra pas? Non, je trouvais, comme beaucoup de Français, que son intervention après l'élection était bien, qu'elle était très forte en fait, et qu'elle était un peu ce qu'avaient envie d'entendre tous ceux qui avaient participé, qui s'étaient battus dans la campagne. Mais ça, vous savez, c'est du passé. Le sujet, c'est quel souvenir en gardent les Français aujourd'hui. J'insiste parce que c'est pas un anniversaire qui est heureux pour les Français. C'est d'abord ça qui compte. On va faire le bilan dans un tout petit instant. Juste avant, parce que c'est quand même l'actualité depuis hier, l'affaire de Robert Ménard. Est-ce qu'il faut ouvrir un débat sur les statistiques ethniques? Non, mais moi, je suis complètement opposée à ça. D'abord, même à l'ouverture d'un débat. Sur le fond, je suis contre. Je suis contre les statistiques ethniques. Je pense que on peut avoir des modèles différents. On peut apprécier le modèle américain, le modèle anglo-saxon, mais dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est plus nous. Nous, notre modèle, il n'est pas celui-là. Et moi, je préfère qu'on essaye d'aller au bout de notre modèle, au bout de notre excellence, au bout de notre singularité, qu'on continue à le construire, plutôt que de basculer comme ça dans complètement autre chose. Sur le fichage, tel que l'a autoproclamé, en quelque sorte, Robert Ménard à Béziers. D'abord, c'est quand même condamnable. Condamnable d'avoir un élu qui est supposé participer du respect des lois, plus un élu Front National qui parle d'autorité, qui proclame comme ça ne pas les respecter, qui proclame de cette manière-là, s'en moquer, s'asseoir dessus. Mais il y a autre chose, c'est que c'est étrange, cette obsession qui dépasse d'ailleurs le Front National, qui est présente aussi dans le débat politique français, à vouloir remettre la religion au cœur de tout et tout mélanger. Sur la base des prénoms, décider, inférer quelle peut être la religion des enfants. Évidemment, vous me direz, il y a toute cette histoire, il y a en effet l'immigration issue d'Afrique du Nord qui mais cette idée, je trouve que dans la vie politique française, on parle d'une certaine manière trop de religion, beaucoup trop de religion, et on fait des raccourcis qui renvoient les uns et les autres à leurs origines, à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils sont supposés être. Vous avez plein de gens qui sont issus d'immigration qui ne sont pas du tout musulmans. Voilà, parce qu'on est dans un État laïque et que justement, d'ailleurs, ils ont choisi ce chemin-là et ils ont suivi cette route-là. Pardon de vous dire ça comme ça, mais c'est pas un peu l'hôpital qui se moque de la charité? Vous avez été, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il a énormément été question de ça, de l'identité nationale. C'est des choses différentes, l'identité nationale et l'identité religieuse. Moi, je n'apprécie pas qu'on renvoie perpétuellement les gens à leur identité religieuse. Je trouve que c'est le contraire de ce qu'on essaie. Ça ne veut pas dire que je nie l'existence d'une identité religieuse. C'est-à-dire que je trouve que d'une certaine manière, c'est dire dans la politique française, on la met trop au cœur de tout. L'identité religieuse n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie en société, ni d'ailleurs de l'identité. Il y a d'autres dimensions de l'identité que l'identité religieuse. C'est ça que je veux dire. Au-delà du cas Ménard, qui est par ailleurs assez absurde. C'est Nicolas Sarkozy qui avait parlé des Français d'origine musulmane et qui parle encore des repas de substitution dans les cantines. Donc c'est lui qui est sur ce terrain-là. Et Monsieur Barbier, je viens de vous dire que pour moi c'était un problème qui dépassait un petit peu le Front National. L'UMP elle-même en a été un peu... Mais c'est pas une question partisane parce que vous trouvez ça de tous les côtés, et y compris dans les médias. Et d'ailleurs, parfois au-delà de ce qu'on voudrait soi-même, au-delà de la réflexion, ça vient naturellement. C'est quelque chose qui aujourd'hui, dans le débat, je pense que c'est une erreur de mettre tellement souvent la religion au cœur du débat. Écoutez, ça se saurait si la religion était à ce point-là au cœur de la vie des Français, quel qu'il soit. Je veux dire, c'est vrai pour un certain nombre de Français, pas forcément vrai pour la majorité d'entre eux. On est dans un paradoxe, on est dans une société qui est très sécularisée. On passe notre temps à parler de laïcité, à dire qu'elle est au fondement de la République, et systématiquement, on ramène la religion comme étant le paramètre explicatif de tout. Mais sur les statistiques ethniques, on avait cru comprendre que Nicolas Sarkozy n'y était pas opposé. Mais vous trouverez des débats, y compris à l'intérieur de l'UMP. Donc ça pourrait être un point de désaccord entre vous et lui?
Mais ça pourrait être un point de désaccord entre beaucoup. C'est quelque chose qui peut traverser la société française comme d'autres sujets. Moi, je vous dis que même Manuel Valls avait dit d'ailleurs en son temps qu'il y était favorable. Très bien. Moi, je vous dis que j'aime pas quand on ramène systématiquement. Je trouve qu'il faut plutôt travailler la singularité de notre modèle qu'aller copier les autres. Et par ailleurs, je n'aime pas quand on ramène systématiquement la religion au cœur de tout, parce que je trouve que c'est un paradoxe et que c'est pas le seul fait qui explique nos réactions, nos choix. Non, c'est faux. Nathalie Kosciusko-Morizet, 3 ans après, qu'a réussi François Hollande? Ah, écoutez, vous prenez de court, en fait. L'international, quand même. Le Rafale, de quoi? La vente de Rafale, l'intervention au Mali, le poids sur le dossier ukrainien, il existe. Oui, moi, par exemple, je suis heureuse qu'on ait vendu les Rafales. Ouais. Je pense pas que la question se pose dans ce sens-là, ou le fait que vous la posiez dans ce sens-là montre à quel point les Français sont déçus, peut-être. Parce que qu'on en soit 3 ans après à dire « dites-nous un truc qu'il a réussi c'est quand même l'expression d'un problème. Les grandes promesses, c'est quelque part les grandes ambitions qu'on attend d'un président de la République. Les grands sujets sur lesquels on veut qu'il soit au rendez-vous. Il n'y est pas. Il est absent de tous les rendez-vous qu'il a lui-même fixés aux Français. Vous savez, c'était la fameuse tirade « moi, président ». C'était autant de promesses. Moi, président, je serai. C'est une promesse. C'est autant de rendez-vous fixés aux Français. Il n'est pas venu. Il leur a posé des lapins surtout. Il leur a posé des lapins sur le chômage. Il leur a posé des lapins sur la fiscalité. Puis là, c'est un gros, hein. Il leur a posé des lapins surtout, en fait. Voilà, c'est des rendez-vous, série de rendez-vous. Il peut vous répondre qu'il reste 2 ans. Et qu'il le fera peut-être. Mais vous voyez, alors, moi, je souhaite le meilleur pour mon pays. C'est comme les Rafales. Vous me dites, il y a des réussites sur les Rafales. Je dis oui, bien sûr. Et si ça peut se redresser? Et si ça peut aller mieux? Et d'une certaine manière, d'ailleurs, il y a des raisons pour que ça aille mieux en termes économiques. Non pas de notre fait, malheureusement. On risque de ne pas saisir toutes les opportunités, mais parce que ça se redresse au niveau mondial. Mais il y a quelque chose qu'on ne rattrape pas sur tout ça, c'est la confiance. Vous voyez, je prends un sujet comme l'apprentissage. Je suis très sensible à la question de l'apprentissage. Je trouve qu'on ne parle pas assez de formation et d'enseignement dans notre pays. Récemment, il y a quelques mesures qui ont été prises qui allaient plutôt dans le bon sens. Sauf que c'était après un grand creux en 2013 dans lequel le gouvernement a supprimé un certain nombre de dispositifs d'incitation à l'apprentissage. Et du coup, d'ailleurs, c'est très sensible, hein, ces questions-là, parce que c'est notamment des petites entreprises qui prennent des apprentis, c'est sensible à l'aide. On a eu un creux dans le nombre d'apprentis qui est quelque chose de dramatique, parce que ça ne se rattrape pas. Alors après, vous me dites, bah oui, et c'est moi qui vous le dis d'ailleurs, ils ont fait quelques mesures qui allaient dans le bon sens. Oui, mais une fois que la confiance est perdue. Vous voyez, c'est comme un autre exemple, pardon, si vous permettez, moi il y a aussi un sujet qui me trouble beaucoup, c'est tous ces jeunes qui veulent quitter la France, qui se disent je vais faire mes études ailleurs, je vais prendre un premier boulot ailleurs, mais qui se disent aussi la réussite est ailleurs. C'est ailleurs que ça bouge, c'est ailleurs que je vais faire ma vie. C'est pas nouveau, ça existait avant François Hollande. Attendez, il y a un mouvement particulier en ce moment. Vous pouvez pas nier qu'il n'y a pas un mouvement qui en plus est très singulier dans l'histoire de France, qui a été un pays qui attirait. Il y a toute une partie de la jeunesse qui le fait ou qui le fait pas, mais qui se dit c'est ailleurs que ça se passe. Ça, une fois que c'est fait. Une fois que cette perte de confiance, elle est là, vous la rattrapez pas comme ça. Donc oui, moi j'espère que ça va aller mieux. Donc le bilan, il est quoi? En un mot, le bilan, il est quoi pour François Hollande? Bah écoutez, mais pour François Hollande, on s'en fiche, c'est pour les Français. Il est triste pour les Français. On est là pour juger l'action de François Hollande, vous êtes dans l'opposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en pensent les Français, ce qu'en vivent les Français. Je trouve qu'il est triste, voilà. Mais ils n'ont pas confiance dans la droite et son projet que par ailleurs on ne voit pas beaucoup. Oui, mais ça, c'est en cours de construction. 2 ans, ça va suffire? Moi, je pense qu'il faut regarder la situation de la droite en face. Si vous voulez, ça ne sert à rien de nier les choses. La droite, elle a vécu 2 années très difficiles. Elle a eu la guerre des chefs, la guerre des clans, des successions d'affaires. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il faut refonder la famille politique. Je ne vois pas pourquoi on le nierait. C'est aussi pour ça qu'il faut, d'une certaine manière, tourner la page pour donner ses chances à l'alternance. Parce que la droite a vis-à-vis de ça une responsabilité qu'elle n'a pas toujours été en position de relever. Et puis autre chose, c'est que, moi je me suis occupée de la réforme des statuts, je m'occupe de la refondation de ma famille politique, j'ai été en charge de présenter un certain nombre de propositions. Je pense qu'il était temps aussi de moderniser un peu fortement le mouvement politique. Et les Républicains, c'est un bon moyen de moderniser? Mais les Républicains, c'est un nom qui vient couronner un processus de transformation. C'est pas très moderne, c'était ça ma question.
Alors, je suis pas d'accord. Hein. Ah bon? Mais attendez, d'abord, ça vient couronner un processus de transformation qui, lui, est frappé au coin de la modernité. Par exemple, moi, j'ai voulu proposer dans les statuts systématiquement la voix des militants au milieu de tous. Ce sera le cas d'ailleurs pour le nom. Ce sera le cas pour le choix du nom. Mais j'ai milité, moi, pour qu'on puisse donner la parole aux militants sur le nom. J'aurais trouvé paradoxal qu'au moment où on propose des statuts qui les font voter sur le président de fédération, sur les grandes options politiques du mouvement, ils ne puissent pas donner leur avis sur le nom. Dans la modernité, il y a un sujet qui a un peu échappé aux uns et aux autres où ils n'ont pas voulu le voir. On rend enfin paritaire toutes les instances de direction du mouvement. C'est pas du luxe. Ah, tiens, le bureau politique, mais aussi la commission nationale d'investiture, c'est pas du luxe. J'y étais très attachée. Ça a été voté hier. Ce sera proposé au vote des militants. J'en suis satisfaite. Vous me tendez une perche. Les candidats aux primaires, des hommes. Fillon, Bertrand, Le Maire, Sarkozy, les candidats potentiels. Où sont les femmes? Ça se chante, ça. Quand est-ce que vous prendrez votre décision personnelle en la matière? Moi, je fais à fond ce que je décide de faire. Là, j'ai fait à fond la réforme des statuts parce que je crois qu'il fallait transformer la famille politique. Ils sont déjà et après, il y a les régionales auxquelles je ne suis pas candidate, mais je trouve que voilà, il faut être derrière nos candidats, faire ce que j'ai fait à l'occasion des départementales, aller sur le terrain. Et les après, primaires, c'est pour 2016. Et vous poserez la question en 2016, vous aurez tout sur les primaires. Tout. Vous y pensez ou pas? Aux primaires? J'ai beaucoup pensé à la réforme des statuts, à la refondation de mon parti. Vous pensez à votre candidature? Vous y pensez? Et c'est pour 2016. Et en 2016, vous saurez tout sur le sujet. C'est pas exclu. Quelle impatience. Non, mais vous ne savez pas profiter du moment. On est en train de refonder le parti politique. On va faire un vote sur le nom. C'est extraordinaire. Y compris pour la presse, ça bouge. Profitez du moment. Les primaires pour 2016. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission ce matin. Il est 8h. Voici un nouveau journal avec Alice Darfeuille.